On va maintenant essayer de voir ce qui se passe à l'étage au-dessus du consommateur et on va parler de l'aspect plus économique des choses entre baisse de production de viande, recul des cheptels, attractivité des métiers, équilibre financier, remise en cause. Les filières sont confrontées, et vous le saviez mieux que moi, à des difficultés. Mais quelles sont les perspectives? Comment se dessine l'avenir? Faut-il prendre certains virages pour que l'ensemble des acteurs retrouvent sérénité, rentabilité et employabilité? On va commencer à dresser là-dessus certains constats et je vais demander à Elisa Husson et à Boris Duflot de bien vouloir venir me rejoindre. Bonjour à tous les deux, Elisa Husson, ingénieure d'études économiques à l'IFIP, et Boris Duflot, directeur du département économique de l'IDEL. Si on essaie de comprendre un peu les phénomènes qui percutent la filière, le premier, c'est la baisse de la production de viande. Et Boris, puisque Yanis a levé toutes les coulisses, on a préparé cette journée. En préparant cette journée, vous me disiez que le premier élément d'explication, il était simple, qu'il est démographique. Beaucoup de départs à la retraite et beaucoup de départs à la retraite sans remplacement chez, finalement, les producteurs. Effectivement, il y a trois types de démographie qu'on étudie, nous, à l'Institut de l'élevage. La démographie des cheptels, la démographie des exploitations et la démographie des éleveurs. Le président Fontou l'a bien dit, la démographie des cheptels, c'est 1 million de vaches perdues au cours des 7 dernières années. Moins 14% pour les vaches allaitantes, moins 10% pour les vaches laitières. Et donc des répercussions sur la production, les abattages et donc l'activité des abattoirs. Alors il faut voir que cette décapitalisation, elle n'a pas eu forcément des effets immédiats sur la baisse de production, parce que quand on est sur des cycles longs, la décapitalisation, c'est immédiatement moins de naissances, mais le potentiel de production, il s'érode au fur et à mesure, et il s'est vraiment révélé dans les années entre 2021 et 2023, où on a abattu moins de vaches. On avait aussi moins d'animaux engraissés et donc on a perdu 8% d'abattage de gros bovins au cours de ces 2 dernières années. Bon, ça c'est le panorama de la production. Ensuite, les exploitations, le recensement de l'agriculture entre 2010 et 2020, il dit que pour la première fois en 2020, il y a plus d'exploitants agricoles en France qui ne sont pas éleveurs par rapport au nombre d'éleveurs. En 2010, il y avait davantage d'éleveurs que de non-éleveurs. On a perdu 20% d'exploitation au cours des 10 dernières années, mais on a perdu 27% dans les exploitations avec élevage de ruminants. Donc une érosion du nombre d'exploitations qui est bien plus importante. Et puis vous parliez des éleveurs. En fait, il y a un ensemble de départs, il y a une vague de départ des éleveurs qui est importante, puisqu'il y a beaucoup d'éleveurs qui se sont installés dans les années 80 et qui maintenant sont en fin de carrière. Ce qu'on observe, c'est qu'on a toujours autant d'installés. Le nombre d'installés, il n'évolue pas. Par contre, le nombre de départs a beaucoup augmenté, ce qui fait qu'on peine vraiment à renouveler le nombre d'exploitants. On a un taux de renouvellement des exploitants au cours des dernières années qui est de 40% en bovins allaitant. Donc on remplace que 40% des départs. Donc avec des conséquences directes sur le nombre d'exploitations et le nombre d'animaux. Voilà. Ça, c'est pour la filière bovine. Elisa, est-ce que dans la filière porcine, c'est la même chose? Est-ce que vous observez finalement le même phénomène démographique? Alors, il y a des éléments structurels qui... Mets le micro un tout petit peu plus près de la bouche. Des éléments structurels qui se rejoignent avec la filière bovine. Ce que j'aimerais rajouter par rapport à la filière porcine, c'est que c'est une filière qui a subi 2 années assez compliquées et où la production a fortement chuté. Depuis ces 2 dernières années, déjà encore en 2023, on était sur une baisse de la production de 5%. On est vraiment sur une filière où les capacités de production sont en baisse, tant en termes de cheptel que de restructuration du maillon de l'abattage des coupes, justement. Et c'est vraiment cette superposition des différentes crises qui a entraîné un manque de visibilité pour les acteurs, pour les éleveurs et pour les autres acteurs de la filière. Et ça s'est rajouté par rapport à ces défis structurels de démographie qu'évoquait Boris. Et effectivement, ces questions démographiques, on les observe sur le temps long. Sur le dernier recensement agricole, on observait une baisse du nombre de sites d'élevage d'une 30% entre 2020 et 2010. Et on sait très bien, et on le voit dans les chiffres, que cette tendance, elle se poursuit sur ces derniers mois, sur ces dernières années. Et les contraintes liées à l'installation ou à l'agrandissement des sites d'élevage n'aident pas
à contrer justement cette tendance démographique à la baisse. Si on continue un peu à décortiquer ce qui fait la baisse de la production, l'autre fait marquant, Boris, ce sont peut-être les aléas climatiques, et on en a encore vu il y a quelques jours malheureusement. Effectivement, avec le changement climatique, c'est vraiment un changement, c'est pas qu'un réchauffement, c'est beaucoup d'aléas, à la fois des sécheresses qui ont été longues, intenses. Alors surtout dans les années précédentes, hein. C'est vrai que cette année, c'est le contraire, on a une année exceptionnellement humide, mais ça pose aussi des problèmes. Ça pose des problèmes sur les dates de semis, on n'a pas réussi à semer autant de surface qu'on le voudrait. On n'arrive pas non plus à récolter les fourrages au bon moment avec ces humidités. Et quand il y a des sécheresses, on produit beaucoup moins de fourrage. Donc ça demande beaucoup d'adaptation dans les exploitations. C'est des charges en plus, c'est aussi des techniques de production qui évoluent avec une nécessité de sécuriser davantage, d'avoir plus de surface par animal. Donc ça explique aussi l'érosion du cheptel, hein. C'est qu'aujourd'hui, pour avoir un élevage, on a besoin de davantage de surface à UGB équivalent que précédemment, parce que les surfaces produisent moins et parce qu'on a aussi davantage de besoin de stock. Donc ça, c'est les aléas climatiques. Il y a les aléas sanitaires, on en parlera peut-être après. Il y a aussi les aléas géopolitiques avec les prix et les charges qui ont beaucoup évolué. C'est sûr qu'en 2022, avec la hausse des prix des céréales, ça a incité certains éleveurs qui hésitaient à maintenir leur cheptel à dire vu les aléas climatiques que je subis, les céréales rapportent bien, je vais abandonner le cheptel. Donc ça aussi, ça a été une cause de changement dans les exploitations. Et puis, les charges aussi ont beaucoup augmenté, hein. Le président Fantou l'a dit pour les abattoirs, c'est vrai aussi pour les élevages. C'est vrai que ça a augmenté, toutes les charges ont augmenté pour tous les métiers, et notamment pour ceux de l'élevage. Elisa, peut-être que dans la filière porcine, il y a eu un autre phénomène, celui des épidémies, avec notamment une maladie qui n'est pas encore arrivée chez nous, mais qui peut peut-être freiner finalement l'envie de certains éleveurs à s'installer, parce qu'ils se disent je vais m'installer et si ça se trouve, je vais avoir cette fameuse, c'est de la grippe porcine africaine, c'est ça ? C'est de la fièvre porcine africaine. La fièvre porcine africaine. Ouais, en effet, depuis 2018, c'est une épidémie qui menace la filière française, avec l'arrivée en 2018 en Belgique, puis 2020 en Allemagne, et puis plus récemment en Italie. C'est une véritable épée de Damoclès au-dessus de l'ensemble de la filière française, parce que la résultante de l'arrivée d'une épidémie, c'est la fermeture des marchés, c'est un afflux d'offres qui reste sur le marché intracommunautaire, et donc de cela en découlerait une forte baisse des prix. Cette épidémie, elle n'a pas encore touché le marché français, mais par contre, elle est génératrice de grandes inquiétudes et d'incertitudes, et qui concourt à ce manque de visibilité que connaissent les filières depuis quelques années maintenant. Boris, en introduction, Hélène, elle parlait de l'ESB. Alors ça a 30 ans maintenant, un peu plus de 30 ans, l'ESB. Est-ce que dans les ruminants, il y a encore ce fond d'inquiétude et des gens qui se disent ça va revenir? Du coup, ça freine aussi peut-être... Là, les épizootiques qu'on connaît, c'est pas du tout... Il n'y a aucune conséquence par rapport à la santé humaine. C'est des maladies vectorielles avec la MHE, la FCO, qui ont des impacts importants sur les cheptels, bovins, ovins, caprins. Donc ça joue sur la production. On a des taux de mortalité en ovins qui ont été importants, hein. Des éleveurs témoignent de 10 à 30%. C'est difficile de consolider la situation globale, mais on voit qu'il y a des fortes baisses de cheptels sur les ovins, et donc un potentiel de production à long terme qui peut baisser. On a déjà moins 5% des abattages d'agneaux sur le début de l'année 2024. Il y a eu la MHE aussi, hein, qui s'étend toujours sur le territoire et qui a des impacts sur la mortalité. Et alors, c'est pas que la mortalité des animaux, c'est aussi des morbidités, donc des pertes de production, des pertes de croissance, des baisses d'efficacité, des baisses de lactation qui vont jouer sur l'économie des exploitations. Et tout ça, quel impact ça peut avoir sur l'aval de la filière ? Le président l'a dit en introduction, hein. Moins de potentiel de production égale moins d'abattage.
Alors, on a déjà connu une phase où il y avait eu beaucoup de pertes d'abattoirs. On avait perdu 33% d'abattoirs entre 2010 et 2020. On était passé de 270 abattoirs de boucherie à 180, si j'en crois les statistiques du ministère de l'Agriculture. Donc c'est un rythme qui était important. Et là, si on parle d'un abattoir par mois, c'est encore plus important que ce qu'on a connu à cette époque-là. Donc voilà un petit peu les difficultés auxquelles on fait face. Si on se passe maintenant du côté du consommateur, il y a forcément une baisse de l'offre, puisqu'il y a moins d'éleveurs, mais il y a une demande de viande qui reste toujours aussi élevée. Et quand on regarde dans le détail, on va dire que si l'on mange toujours autant de viande, on mange peut-être plus tout à fait les mêmes viandes. Alors ça, c'est souvent un sujet de discussion, de débat. Il y aura une déconsommation. En fait, quand on regarde les bilans d'approvisionnement, ce qu'on consomme en France ne baisse pas. On consomme toujours autant de viande en France. On se maintient sur un niveau de consommation autour de 81 kg équivalent en carcasse par personne et par an depuis au moins une dizaine d'années. Alors, comme la démographie augmente, 0,5% par an, il y a plutôt une consommation globale qui tend à se maintenir. Par contre, il y a des différences entre espèces. Au cours des 10 dernières années, en fait, la consommation de viande ovine a baissé de 16%, donc ce n'est pas une petite baisse. En viande bovine, 6%. En porc, on est à peu près constant. Et en volaille, on est à plus 24%. Donc ça a beaucoup augmenté en volaille, sauf peut-être au village olympique où il y a des ruptures d'approvisionnement. Mais je crois qu'ils les ont résolus après. Voilà, ils ont apporté des sur stocks. l'ensemble de la France, il y a des approvisionnements, mais c'est des approvisionnements aussi importés. Donc ça, c'est encore une autre question. C'est ce que j'allais dire, c'est on consomme moins, on produit moins, on consomme toujours autant, et on va chercher de la viande ailleurs. Effectivement, dans plusieurs filières, on a une autosuffisance qui se dégrade. Donc, je le dis, c'est particulièrement vrai pour la volaille, où on importe à peu près 50% de ce qu'on consomme. Donc, c'est plus 7 points en 10 ans. C'est vrai aussi sur la viande ovine. En 2023, on a importé 57% de la consommation française. Donc, c'était plus 5 points en 3 ans. On était à 52% il y a 3 ans. Donc ça montre bien le fait qu'on ne produit pas assez pour alimenter la consommation française. En bœuf aussi, on a perdu 5 points d'autosuffisance. On est passé de 95% à 90% en 2 ans. Et en veau, le constat est le même. On est passé de 14% à 21% d'importation dans la consommation en 10 ans. Donc ça montre bien que le potentiel de production il baisse et il ne suffit plus pour alimenter cette consommation qui a tendance à bien se maintenir. Alors peut-être pas en 2023 parce qu'on a eu de l'inflation, donc il y a eu un comportement conjoncturel du consommateur qui a été très prudent, baisse du pouvoir d'achat, donc il y a eu une baisse globale de la consommation alimentaire, tout produit alimentaire confondu. Il y a des ménages qui n'ont pas... les ménages les plus pauvres n'ont peut-être pas mangé suffisamment à leur faim en 2023. Et donc les viandes, qui sont les produits les plus chers quand même dans le panier du consommateur, elles ont subi le plus fortement un petit repli de la consommation. Donc on est à moins 1,5% de consommation de viande en 2023. Mais comme je le dis, c'est un phénomène conjoncturel qu'on n'a observé que sur cette année-là. Elisa, dans la filière porcine, on est autosuffisant. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait quand même des flux internationaux, parce qu'il y a des morceaux qu'on importe, il y a des morceaux qu'on exporte, etc. etc. Et là, vous me disiez qu'il y avait une menace qui plane pour la filière française, c'est une concurrence européenne qui s'intensifie. Alors en effet, comme l'a présenté Boris, en filière porcine, c'est une filière qui répond à ses besoins, où la production répond à ses besoins. On est sur environ 100% d'autosuffisance en 2023. Par contre, la filière française, c'est une filière qui est aussi très dépendante aux échanges extérieurs, aussi bien aux exportations qu'aux importations. Cette dépendance, elle est maîtrisée au fil du temps, mais dans un contexte où les débouchés extérieurs se ferment pour les grands producteurs européens, donc là je parle par exemple des Danois ou des Espagnols, ces grands producteurs-là vont devoir trouver de nouveaux débouchés, notamment pour leur viande. C'est compliqué, ça prend du temps de créer de nouveaux débouchés sur les marchés extérieurs. Et le risque, c'est cet afflux de viande des grands producteurs européens qui restent sur le marché intracommunautaire
et qui rendent notamment la filière française vulnérable. Ne pas oublier que la France est quand même le premier débouché de l'Espagne et donc du coup que c'est un partenaire principal. Pour l'instant, eh bien, on voit qu'on n'a pas de hausse des importations françaises, mais dans un contexte où on est sur des baisses de production qui se poursuivent depuis plusieurs années, une tendance démographique, on l'a évoqué tout à l'heure, qui ne se stabilise pas, on est dans ce risque-là de devoir dépendre davantage dans les prochaines années des productions européennes. En tout cas, c'est un risque. Et peut-être que tout ça, ça va être accentué par la question du prix, parce que si je ressors mes cours d'économie, Boris, alors je n'étais pas hyper assidu, mais enfin quand même, quand il y a une baisse de l'offre et une demande forte, il y a des prix qui flambent, et ça peut aussi déséquilibrer le marché, ou en tout cas changer la donne du marché. Alors c'est vrai que il y a eu plusieurs mécanismes, plusieurs causes qui ont entraîné la hausse des prix des animaux, notamment en 2022. En 2022, le prix moyen des gros bovins, il a augmenté de 30%. Donc c'est face à cette rareté de l'offre. On a eu beaucoup moins d'abattage, comme je vous l'ai dit, 4% en moins en 2022 et en 2023. Et puis il y a une hausse des charges qui était très importante aussi dans la filière avec la crise ukrainienne. Et donc un prix de toutes les commodités qui s'est beaucoup augmenté à cette époque-là. Et dans les élevages, c'était des charges en plus, aussi bien du côté de l'alimentation animale, mais aussi de la mécanisation. Alors la mécanisation, ça a des effets retard. Il y a encore des hausses de mécanisation aujourd'hui, alors que les prix des céréales baissent et que les prix des carburants se sont grosso modo se stabilisés. En tout cas, on n'est plus dans l'inflation qu'on a connue à l'époque où les fertilisants, les carburants avaient beaucoup augmenté. Elisa, est-ce que ce phénomène qu'explique Boris, il est vrai dans le porc? Parce que si j'ai bien compris, il y a une vraie décorrélation, en tout cas une déconnexion entre les prix en France et ceux qui peuvent se pratiquer à l'international. Comment ça se fait? Alors effectivement, depuis 2 ans, on observe vraiment une déconnexion entre les prix du porc pratiqués en Europe et les autres prix mondiaux, et notamment quand on fait les comparaisons, on s'intéresse à ce qui se passe aux États-Unis et au Brésil, parce qu'en fait, ce sont les 2 principaux marchés qui concurrencent les produits européens sur l'ensemble des marchés mondiaux. Alors on a des éléments de marché qui expliquent ça, notamment avec une filière brésilienne qui est en capacité de produire à moindre coût. Les matières premières sont là, la main-d'œuvre coûte moins cher, les bâtiments coûtent moins cher. On a aussi une monnaie, le réal, qui est moins bien valorisée que le dollar par exemple, ou encore que l'euro. Donc on a des filières mondiales compétitives, en tout cas pour le Brésil. Du côté des États-Unis, c'est un autre effet, c'est plutôt une crise économique et financière aussi dans la filière américaine qui a fait chuter les cours. Et dans un contexte où on a de l'inflation sur le marché européen et des prix qui sont plutôt faibles aux États-Unis ou encore au Brésil, alors là, la concurrence et la compétitivité internationale s'est largement intensifiée ces 2 dernières années. Et ça a notamment eu pour conséquence, pour les exportateurs, la conséquence a été qu'ils ont dû réduire leurs marges sur les marchés à l'export pour maintenir leur part de marché sur la scène internationale. Et on a vraiment ce contexte hyper concurrentiel et de compétitivité qui s'est vraiment accru ces 2 dernières années. Si on continue comme ça de défeuiller un peu tout ce qui fait le contexte économique de la filière, il y a un autre aspect très intéressant, Boris, c'est celui des circuits de distribution, avec notamment pour le bœuf une consommation qui se fait de plus en plus dans ce qu'on appelle la restauration hors domicile, en gros au restaurant, quel que soit le restaurant, et de moins en moins à la maison. Il se trouve qu'on a produit une étude là, pour le compte d'Interbev pour mesurer la part des différents circuits de distribution, à la fois en bœuf, en veau et en agneau. On appelle ça les où va le bœuf, où va le veau, où va l'agneau. Et donc, on a comparé à la même étude produite pour Interbev en 2017. Et donc, en 5 ans, la part de la RHD dans la consommation de viande bovine, elle est passée de 24% à 28%. Donc, on est toujours sur un trend haussier dans ces circuits. Et dans ces circuits, on a majoritairement de la viande importée qui est consommée, qui est importée d'Europe, notamment Pologne, Espagne, Pays-Bas, Irlande, Allemagne. Irlande, voilà, les gros fournisseurs européens. Alors, on exporte aussi, mais on importe surtout pour ces circuits de RHD. Donc, c'est un point d'attention.
de faire reconnaître l'origine française dans les produits. Et puis, et c'est vrai aussi dans d'autres filières, hein, dans le veau aussi, on a 25% de la consommation qui est en RHD. Alors c'est un peu moins vrai en ovin, on est à 12%. Mais voilà, c'est des circuits qui continuent leur dynamisme. Si je poursuis mon calque entre la théorie économique et ce qu'on observe actuellement, je me dis qu'avec une offre qui baisse, une demande qui est toujours aussi forte, tout le monde, les éleveurs, l'aval de la filière, devrait vivre mieux qu'avant. Or, ce n'est pas le cas. Quel est le grain de sable dans la machine ? Bah, on est dans un système économique qui est sous contrainte quand même, hein, parce qu'on a des charges qui ont beaucoup augmenté ces dernières années. Alors c'est vrai, tous les intrants qu'on a dit tout à l'heure, c'est vrai aussi sur les salaires, sur l'énergie, les emballages, etc. Et on voit que au niveau de la consommation, le consommateur, il est sensible, de plus en plus sensible au prix. Donc voilà, dans ce système, finalement, entre les intrants à la production et le prix au consommateur final, il y a davantage de charges, donc il y a un petit peu moins de marge qu'on peut distribuer entre les différents acteurs. Donc tout le monde est un petit peu pressuré par ça. Il n'y a pas d'équation magique pour retrouver de la marge. Et c'est bien l'intérêt entre la théorie économique et la réalité. Si on prend une autre réalité, Elisa, c'est peut-être la dynamique de consommation. Le consommateur, il a changé ses habitudes et il met plus forcément ni les mêmes produits ni les mêmes marques dans son caddie quand il va au supermarché ou même dans sa boucherie-charcuterie. Oui, alors pendant longtemps, le porc, ça a quand même été une espèce privilégiée parce que vue comme source de protéines plus abordable pour le consommateur. Mais finalement, ces années de crise qui se sont inscrites dans la durée, eh bien, elles ont touché les consommateurs, tout d'abord les plus modestes, et puis plus récemment, même les ménages dits intermédiaires. Et ce qu'on a observé en porc, c'est au-delà d'une baisse de la consommation accélérée en 2023, c'est une réelle descente en gamme des produits consommés des produits achetés par les consommateurs en magasin. Quand je parle de descente en gamme, ça veut dire que les premiers prix ont gagné plus de points, alors que les marques nationales ont perdu 3,8 points de part de marché. Donc on a vraiment eu cet effet arbitrage-prix du consommateur face à cette période d'inflation persistante. L'effet, il est direct finalement pour les entreprises du secteur, puisque ça va toucher directement la valorisation des produits produits par nos entreprises françaises du secteur notamment. J'allais dire, si on essaie de dresser des portes de sortie, c'est quoi les issues possibles, c'est quoi les solutions ? Déjà, on peut déjà un peu se consoler, parce qu'on n'est pas les seuls. Au niveau Est-ce que ça nous console vraiment ? Au niveau européen, le cheptel est en baisse. Au cours des 10 dernières années, le cheptel bovin a perdu 6%, alors que la demande mondiale est en hausse. Donc il y a peut-être des opportunités toujours sur l'export, même si on a de moins en moins de potentiel exportable. L'Europe a perdu 15% d'export de viande bovine au cours des 5 dernières années. Néanmoins, moi j'ai assisté au sommet de l'élevage à la conférence d'Interbev, et Interbev a présenté des chiffres sur la contractualisation. La contractualisation entre les éleveurs, les abatteurs, et avec une hausse. Et donc ça, c'est quand même un signal positif, parce qu'on voit bien qu'on est dans un système où chacun a besoin de visibilité. Les éleveurs pour s'installer, pour avoir leur plan de financement et pour assurer l'équilibre économique de leur élevage, et les abattoirs ont besoin de se fournir. Donc quand on voit que la contractualisation augmente, on pense que ça peut aller dans le bon sens pour sécuriser l'ensemble de la filière. Elisa, si on essaie de terminer, comme Boris vient de le faire, sur une note positive, il y a des éclaircies dans le paysage ? Oui, il y a des éclaircies. Alors tout d'abord, on parlait de consommation. Effectivement, 2023, ça a été une année plutôt compliquée. Mais là, 2024, avec la détente sur l'inflation, on se rend compte que la consommation, notamment en produits du porc, elle se stabilise. Bon, malgré un été qui n'a pas été très, très porteur, on a quand même une consommation qui se stabilise. Sur le plan de l'export, on voit que c'est compliqué pour les exportateurs européens. Malgré tout, les exportateurs français tirent leur épingle du jeu.
alors que les exportations européennes sont stables entre janvier et juillet 2024 par rapport à 2023, eh bien en France, on fait quand même plus 5% à destination des marchés tiers. Donc ça, c'est un autre élément positif. Et sur le court terme, eh bien, on a une filière qui n'est pas touchée par la FPA. On l'a évoqué tout à l'heure. À moyen terme, eh bien, pour apporter un peu de positif, c'est intéressant de regarder sur le temps long comment a évolué la filière porcine française. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que eh bien, depuis son développement, c'est une filière qui s'est développée de manière plutôt cohérente, de manière à produire pour répondre aux besoins, de manière aussi à être connectée à l'international, à être un acteur qui a une influence sur la scène internationale, mais en même temps, avec une maîtrise limitée à ses dépendances internationales. Et enfin, c'est une filière eh bien, qui a un modèle d'élevage très divers en termes de mode de production, que de taille des élevages. C'est aussi une filière qui est déjà sur la réflexion de levier pour répondre aux enjeux d'attractivité, par exemple, ou en tout cas aux enjeux de changement de conception du métier d'éleveur. Et donc voilà, c'est une filière qui a quand même en main des clés pour s'adapter au changement et pour s'adapter à ce contexte qui a été difficile. Et tu le disais, Boris, quand on regarde les autres, on se rend vraiment compte de la résilience de la filière française, notamment quand on se compare aux Danois ou encore aux Espagnols, où là, eh bien, la décroissance est bel et bien là chez eux. Merci beaucoup. Merci à tous les deux de nous avoir dressé ce panorama.